Nach Ihrem Befehl, mein Führer! Cette semaine, il y a un invité que vous n'attendiez pas. Préparez-vous, ce que vous allez entendre va sûrement changer votre regard. Mesdames et messieurs, Monsieur Pépin Guillaume Manjo. Il est essayiste en philosophie politique, écrivain, ministre d'État honoraire, enseignant. Comment allez-vous? Ça va comme on peut aller pour quelqu'un qui habite un périmètre dont l'hostilité face à la raison, la vérité et l'intelligence est tout à fait confirmée et affirmée. Mais ça va. Merci beaucoup pour cet accueil dans votre demeure, votre manoir. Merci énormément. Nous allons aborder quelques questions. Principalement, on va s'atteler sur un ouvrage, les 40 épîtres, un essai philosophique sur plusieurs thématiques. On va essayer de partir de quelques aspects importants, tels que d'abord la démocratie pour notre pays. On va contextualiser. Enfin, on parlera de notre ouvrage, Puissance, qui n'a pas encore été publié, mais qui bientôt est donc en chantier, bientôt sera rendu public. Et enfin, on va revenir sur des questions de géopolitique, parce que le Congo est confronté à d'énormes questions géopolitiques. D'entrée de jeu, dans votre ouvrage, quand on parcourt ce livre, il y a une expression qui frappe et qui interroge. Vous dites à l'épître aux Saints, vous vous demandez, vous posez la question de savoir, vous dites bientôt 100 ans d'indépendance, où en sommes-nous? Nous vous posons la question. Où en sommes-nous? Nulle part. Nulle part, habitons 100 ans d'indépendance, nous sommes nulle part. Nous sommes dans une sorte des religions du pouvoir, des rébellions, des contestations, et pas de développement. La grande religion actuelle, ou depuis 1960, c'est la religion du pouvoir. Comment accéder au pouvoir par tout moyen? Parce que le pouvoir est le seul endroit où on peut se nourrir assez facilement, accéder au trésor public, et voilà, c'est tout. Mais lorsqu'on regarde les règles qui permettent à un pays de pouvoir se développer, il n'y en a pas. Il n'y a rien sur la grande éducation nécessaire à ça. Il n'y a rien sur les grands centres de recherche fondamentale et appliquée pour régler les problèmes de potentiel qu'on a énorme en ce qui concerne les matières premières et toutes les possibilités que la nature a mises à notre disposition. Il n'y a rien qui est fait. Pire encore, je sais que parmi les gens qui ont occupé les postes très importants, dont notamment à la tête de l'Assemblée nationale, il y a des gens qui sont mes relations personnelles. Mais face à la vérité, je n'y peux rien. Quand vous avez des professeurs d'université qui ont été patrons de l'Assemblée nationale, qui ont été des grands ministres de la République, et qui savent pertinemment que pour que les pays avancent, il faut absolument investir dans l'éducation, dans la formation, dans les grands centres de recherche appliqués fondamentales. Qu'au terme de leur mandat, qui n'aient pas pondu une loi à mesure de pouvoir mettre en place tous ces mécanismes. Qui les empêche à pouvoir le faire? Ils enseignent à l'université dans des conditions mais atroces. Aujourd'hui, quand on regarde l'UNIKIN, par exemple, qui est la première institution universitaire de la RDC, il n'y a même pas de place pour que les jeunes étudiants puissent s'asseoir. Mais ces professeurs sont à la fois députés nationaux, ministres, mais ils continuent à pouvoir soutenir ces conditions-là. Mais à qui attribuez-vous cet échec? Est-ce un échec aussi collectif? Non. Individuel? Les collectifs, c'est un peu trop facile parce que quand on gère, on est responsable. C'est-à-dire, le fait que moi je sois aux responsabilités, que j'ai la latitude de prendre la décision, que je puisse prendre cette décision-là, ce n'est pas la faute de la maman maraîchère. Donc vous allez affecter la faute à tous, alors que c'est moi qui ai l'intelligence intellectuelle, l'intelligence universitaire et la gestion des universités, et tout en étant politique, c'est-à-dire qu'ayant les moyens de décider sur la loi de finances. L'autorité budgétaire, c'est le Parlement, n'est-ce pas? Si les présidents de l'Assemblée nationale ou un ministre important qui est au gouvernement
sait pertinemment, puisqu'il enseigne à l'université, c'est que les conditions ne sont pas réunies pour apprendre et pour transformer en matière première. Que doit-il faire? C'est pondre une loi à mesure de régler ces problèmes. Et pourquoi ils ne les font pas? Vous allez associer toute la République à cette responsabilité? Non. Il y a un responsable, il faut le pointer du doigt. Ce sont les enseignants qui aujourd'hui parmi eux, ce sont des grands fanatiques, des grands danseurs. Ils ont toujours été comme ça. Du temps de Mobutu c'était comme ça, du temps de Kabila c'était comme ça, du temps de Tshisekedi c'est comme ça aussi. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui vous choque le plus? Vous êtes un observateur de la classe politique, oui, de la société congolaise, vous êtes écrivain, penseur. Qu'est-ce qui vous choque le plus quand vous observez notre société? Ce qui me choque le plus dans nos sociétés depuis 1960, donc à partir de 1965 à aujourd'hui, c'est la logocratie. Qu'est-ce que c'est? La logocratie, c'est l'institutionnalisation du mensonge. La vérité est écartée parce qu'il faut manger, il faut donc applaudir. On applaudit même à contre-temps parce qu'il faut absolument manger. Les logocrates ont pour mission de justifier ce que la raison réfute. Sont-ils conscients de cet état de fait? Ils sont conscients parce qu'ils sont instruits, ils le savent. Je parle ici d'enseignants d'université qui ont occupé et qui occupent encore des postes les plus importants de la République. Et il y a une sorte de doctrine très malsaine que j'appellerais la doctrine du but du pouvoir, est soutenue par les faits de l'accusation du prédécesseur. C'est-à-dire que celui qui m'a précédé a volé, a pillé. Donc, tout ce que je dois entreprendre, c'est justifie, parce que les regards doivent être toujours dans les rétroviseurs. Puisqu'il a volé, puisqu'il a pillé, il ne faut pas me critiquer. Alors même que Spinoza nous dit, lorsqu'il faut construire, il ne faut pas construire sur le mal, il faut construire sur les biens. Le fait de pouvoir justifier la construction sur le mal vous dénie même la qualité d'homme. Partant, l'éthique est la seule option possible pour la gestion de l'État. Je ne peux pas justifier que mon prédécesseur avait volé. Tout ce que je ferai doit être évalué sur base du comportement de mon prédécesseur. C'est une insanité, c'est une insalubrité, y compris spirituelle. On ne peut pas prétendre être à l'église matin, midi, soir et être toujours à rappeler que ces fautes ne peuvent pas être évaluées en fonction de soi, mais doivent être évaluées en fonction du passé. Du passé mauvais, et la correction qui va l'apporter. Si j'estime que celui qui m'a précédé était mauvais et a volé, a pillé, a fait beaucoup de mal, j'ai pillé aussi, je vole, et je vous dis, écoutez, vous n'avez rien dit dans le passé, ne dites rien aujourd'hui. Et on continue. Comment alors établir les responsabilités quand celui qui est là dit que mon prédécesseur avait fait mal, celui qui était là accuser l'autre également, mais finalement, on a l'impression que la faute appartient toujours aux autres, personne n'est responsable de rien. Comment pouvoir justement établir réellement qui était responsable de ce mal qui continue de nous? Dans les principes sartriens de l'enfer, c'est l'autre. C'est le jugement en question, en fait, lorsqu'on est face au reflet de son propre miroir. On ne se rend pas compte que l'enfer, c'est soi, ce n'est pas l'autre. C'est toutes les fautes qu'on commet nous-mêmes qui font de nous l'enfer, et pour nous et pour les autres. C'est ce que nous vivons. La grande difficulté pour l'émancipation de la RDC, c'est de comprendre que nous n'avons pas vécu comme ça avant l'arrivée de l'Occident. Avant l'arrivée de l'Occident, avant ses contacts avec l'Occident, nous étions une société du mérite et de la compétence.
on a encore ces réflexes au fin fond de nos territoires. Dans nos campagnes, on a encore ces petits réflexes-là. C'est-à-dire que un comédien, un troubadour, n'a pas vocation à gérer la chose publique. Il ne peut pas s'imposer en disant, voilà, moi je vais donner des leçons, des ceci, non. La célébrité n'offre pas les compétences. La célébrité n'offre pas les compétences. Le fait de critiquer matin, midi et soir quelqu'un qui fait mal, non plus, ne vous offre pas la compétence. Parce que voir que ça va mal, c'est le bon sens humain. Qu'est-ce que vous proposez? Mais le pays qui correspond aujourd'hui à ce que j'aurais souhaité, ce que je souhaiterais, c'est le modèle de Confucius, le modèle chinois, que les meilleurs gèrent la cité et qui mettent à la disposition du plus grand nombre les possibilités du bonheur. Et ça va rencontrer aussi la position socratique de la raison, de la vertu et le bonheur. C'est-à-dire que comment construire des règles raisonnables pour la promotion de tous, qui doivent être portées par les gens vertueux donc compétents, en sorte d'avoir le bonheur du plus grand nombre. Si on n'a pas des gens vertueux donc pas compétents, et que le positionnement au sommet de la société et du fait de la notoriété, de la célébrité, du bruit, de l'insulte, de la critique, on fait fausse route. Parce que toute personne un peu normale peut voir qu'effectivement, je n'ai pas de route, j'ai des embouteillages, je n'ai pas de soins médicaux, et que c'est les responsables qui est au pouvoir qui doit régler ces problèmes-là. Toute personne peut voir ça. Mais le fait de voir ça, est-ce que ça vous donne les capacités, les compétences pour pouvoir gérer? Non. Moi, je pense qu'au niveau de votre système, votre pouvoir, les pouvoirs médiatiques, lorsque vous recevez les gens, quand ils ont fini de critiquer, il faut leur poser la question sur les solutions. Oui, bon, ça va, il a mal fait, Mobutu a mal fait, Kabila a mal fait, Tshisekedi a mal fait. Ok, très bien, il a mal fait ça et ça. Vous faites comment? C'est à cette question qu'il faut répondre. Vous faites comment sur le plan? Comment est-ce que vous allez élargir l'assiette fiscale? Comment est-ce que vous allez réglementer tout ça? Comment vous allez organiser la recherche scientifique et fondamentale? Comment est-ce que vous allez permettre à ce qu'on puisse avoir accès à toutes ces possibilités-là? Comment vous permettrez à ce que les meilleurs puissent gérer, qu'il n'y ait pas de corruption? Comment vous permettrez? Tout ça, il faut poser des questions. Parce que la critique, tout le monde y a accès. N'importe quel animal a accès à la critique. N'importe quel animal a accès à la critique. Mais vous dites encore plus fort, vous êtes contre la démocratie. Et dans l'ouvrage, quelque part, c'est mentionné, vous l'appelez zoo démocratique, spirituel. Mais bien sûr, c'est un zoo. C'est un zoo. Je vous mets au défi. Je sors à Kinshasa, je me propose pour être candidat député national dans un coin. J'apporte le projet qui va améliorer la vie de ces coins-là. J'explique scientifiquement, mathématiquement, réseau intérieur, réseau extérieur, comment ça fonctionne. Et il y a un troubadour qui est très célèbre, qui de temps en temps passe dans les quartiers, donne des seringues, offre des capotes, fait des tas de choses, tous des petites donations. Mais il passera. Il aura 50 000 voix, j'en aurai peut-être 200, 300. Mais ce n'est pas lui qui va régler le problème. Parce que les points sont beaucoup plus grands que ça. La gestion n'est pas basée sur la célébrité. Il faut qu'on puisse intégrer ça. C'est-à-dire que les pays qui ont instauré la démocratie, puisque nous copions l'Occident, mais c'est tout récent. On a écarté du processus d'installation au sommet des responsabilités ceux qui n'avaient pas certaines compétences. La démocratie française, telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle date de quand? 58-60. Vous êtes pour la dictature? Je ne suis pas pour la dictature, je suis pour la dictature de la compétence. C'est deux choses différentes. Et comment atteindre cette dictature de la compétence au regard du contexte actuel que nous avons? Les contextes actuels, pour mettre en place ces mécanismes, il faut des partis politiques. Il faut 2 partis politiques. C'est tout. Financés par l'État. Le problème est réglé. 2 partis politiques financés par l'État. Parce que la Constitution permet cette option-là, que l'État finance. Mais la Constitution ouvre les spectres des partis politiques qui sont aujourd'hui des partis qui ne servent qu'à un individu, à sa famille, à son territoire, à son clan, à son groupement.
ce ne sont pas des partis politiques, ce sont les ligablos. Et tout le monde le sait. Ça ne passe pas avec ça. Comment voulez-vous, dans un pays de 450 peuples, vous ayez 1200 partis politiques, des 500 sièges à l'Assemblée nationale, 1200 partis politiques. Même si vous les regroupez, ça fait combien en termes de sollicitation de sièges par parti? Mais sous Mobutu, on n'avait qu'un seul parti politique. En Chine, il n'y a qu'un seul parti politique. En Chine également. En Russie, il n'y a qu'un seul parti politique. En Inde, je ne sais pas, c'est entre 5 et 12. Plus d'1 milliard d'habitants. Ce n'est pas une démocratie, c'est une des vieilles démocraties. Au Japon, il y en a plus ou moins 2 ou 3, maximum. La démocratie est un frein au développement. La démocratie telle qu'elle est embrassée par nous est un frein total au développement. Parce que vous allez tout le temps négocier pour donner un peu ici, donner un peu là-bas et tout ça. C'est pour satisfaire les égos et les personnalités. Parce qu'ils ont investi leur argent pour aller aux élections et par conséquent, vous devez les rembourser. Ils doivent être remboursés. Alors que si c'est l'argent de l'État, ben on ne rembourse personne. Et si c'est l'argent de l'État, ce sont les meilleurs. Donc il y a une compétition des meilleurs pour présenter leur projet et qu'il y ait par acclamation un suffrage, un plébiscite de ceux qui disent, voilà, moi je suis de droite, je préfère tel candidat plutôt que tel autre parce qu'il m'a convaincu sur son programme et la manière dont il va devoir financer ça. Que pensez-vous de cette affirmation de Jean-Jacques Rousseau qui dit que la forme de gouvernement le plus conforme à la liberté est la démocratie directe, où les citoyens se réunissent, délibèrent, votent eux-mêmes des lois? C'est une forme qui a été discutée. Jean-Jacques Rousseau tient ça au fait de la conception démocratique au sens d'Athènes. À Athènes, on partait du principe que ça ne s'arrêtait pas de ce qu'on avait voté, quelqu'un, tout ça. Il y avait l'évaluation. C'est-à-dire qu'on doit continuer à évaluer si tu es bon, tu n'es pas bon. Ben, on a voté pour toi. Est-ce que, bon, ce que tu as dit pouvoir faire, est-ce que tu es en mesure de le faire? Non, tu ne le fais pas. Ben, on réévalue. Donc, c'est une forme intéressante, mais il faut regarder aussi, ça s'applique sur chaque population en fonction de ses réalités. Nous avons, nous, dans notre conception du chef, on lui accorde une place prépondérante. Même si la Constitution aujourd'hui, telle qu'elle est écrite, ne donne pas beaucoup de pouvoir au chef de l'État. Mais dans notre subconscient, on pense que c'est lui qui a tous les pouvoirs. On a tort. Mais bien sûr, on a tort. La Constitution donne quasiment l'essentiel des pouvoirs au Premier ministre. Mais dans la manière de concevoir le pouvoir de l'homme noir. Non, pas l'homme noir. Du Congolais, nous. Parce que l'homme noir est divers, il n'est pas pareil. Oui. Mais cette conception, surtout chez les Bantous, Oui. la conception du chef, celui qui est devant, est censé avoir tous les pouvoirs. Alors que Sun City avait réduit drastiquement les pouvoirs du chef de l'État. Donc, cette constitution n'est pas adaptée à notre capacité, notre conception. Mais parce qu'on évitait la dictature. On sortait de plusieurs années de dictature, alors il fallait stopper ça en réduisant sensiblement les pouvoirs du président de la République. C'est les partis qui ont la majorité à l'Assemblée nationale qui forment le gouvernement. Et le gouvernement en question, c'est par rapport à son programme qu'il est évalué. Mais si le président de la République nomme, c'est là où il y a l'antinomie au niveau même des mécanismes. Par ordonnance, il va nommer quelqu'un qui a la majorité déjà. Ça ne tient pas la route. Normalement, c'était entériné. Mais il faut un entérinement. Il n'y a même pas d'entérinement. Ça devient l'autorité du chef de l'État. Alors que la Constitution essaie de pouvoir mettre ça sous l'angle des formalités. Tout va dans tous les sens. On a complètement galvaudé Sun City. Depuis Kabila, c'est pas seulement aujourd'hui, depuis Kabila. À un moment donné, on a eu un petit souffle avec la gestion de Matata, qui avait quasiment tous les pouvoirs. Et puis après, bon, ça s'est délité. C'est ça notre réalité. C'est-à-dire qu'on est dans un bric-à-brac qu'on appelle démocratie qui ne sert absolument à rien du tout. Parce que les principes, tels que je l'ai dit tout à l'heure, de la raison, la vertu et le bonheur. Tout acte qu'on doit faire en tant que dirigeant politique doit être raisonnable. Et les gens qui portent cet acte pour lui faire produire les effets, ces gens-là doivent être vertueux. Alors, quand vous associez la raison et la vertu,
on a le bonheur de tous. Avons-nous des règles raisonnables? Je peux dire oui, nous avons plus ou moins des règles raisonnables. Avons-nous des personnes vertueuses capables de porter ces règles pour leur faire produire les fruits nécessaires au bonheur de tous? Apparemment, non. Parce que nous sommes aujourd'hui répertoriés les pays les plus corrompus de la planète. Et ce n'est pas depuis Tshisekedi, depuis avant Tshisekedi. Que vous vous souvenez que Joseph Kabila avait institué le Zolobambi pour travailler sur la corruption. Il a parlé de plus ou moins 20 milliards par an qui partaient. Du temps de Mobutu, c'est la même chose. Aujourd'hui, les procès sont en vrac. Et par conséquent, on doit devoir déterminer qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les gens vertueux ne sont pas là. Il y a un débat qui a élu domicile tout récemment, c'est celui du changement de la Constitution. Pour certains, il le faut. Pour d'autres, il ne le faut pas. La Constitution ne pose pas problème. Quelle est votre lecture? Bon, ma lecture, de toute façon, je ne suis pas dans les commentaires de ce que les gens disent. Je suis dans la proposition, dans l'écriture. Il y a des aspects de la Constitution qui doivent être réformés absolument, notamment sur la nationalité, tout ça, les partis politiques. Dans mon texte Puissance, que vous avez annoncé, tout à fait, j'ai tenté de régler tous ces problèmes-là, de faire des propositions précises. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que le moment viendra, lorsqu'on parlera de ces textes, à sa sortie, je présenterai effectivement ma vision des choses pour la performance de la Constitution, notamment sur ce point-là. Partis politiques, 2 maximum. Il n'y a pas 1250 visions du monde. Il y a 2 visions de la gestion de la chose publique. Le libéralisme et la social-démocratie. Stop. Il est presque insultant pour l'intelligence humaine que les PPRDQ socialistes soient opposés à l'UDPS. Ça ne veut rien dire du tout. Ce sont 2 partis socialistes qui doivent être un seul parti socialiste. Mais comment les mettre ensemble? C'est l'idéologie. On sert quoi? Il faut une loi? Non, c'est-à-dire, moi je parle du principe qu'il faut 2 partis politiques. C'est-à-dire, on a la gauche et la droite. Voilà. La gauche au sens de la social-démocratie, et avec les écologistes, anciens, communistes et tout ça, tout ce que vous voulez, ils sont ensemble entre eux. Et puis la droite, qui sont des chrétiens, des libéraux et tout ça. De leur côté, voilà, c'est tout. 2 formations politiques qui sont financées par l'État et qui vont en campagne en fonction des compétences des uns des autres. Quand ils font leur grand-messe, et on choisit les meilleurs d'entre eux qui doivent conduire leur liste, c'est tout, c'est pas compliqué. Tout ce qu'on fait là, c'est cette bouillabaisse, ne sert à rien du tout. On ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Parce qu'un gars qui finance les partis politiques, son parti, il doit requérir les fruits de son financement. C'est ça. Et si on fait ça, on n'aura plus de troubadours. Voyez-vous, le secteur qui marche super bien en RDC, c'est quel secteur? J'ai dit à tout le monde est surpris en disant non, c'est pas possible. Ben oui, on n'y avait pas pensé. C'est la musique. Aujourd'hui, nos artistes musiciens sont très riches. Ils se battent entre eux, ils sont très riches. Pourquoi sont-ils riches? Parce que dans un orchestre, il n'y a que les meilleurs. Un chef d'orchestre ne peut pas se permettre. Il ne peut pas se permettre de prendre un bras cassé, un bois mort, un troubadour, un incompétent. Jamais. Il a besoin d'entendre les sons, la voix, la guitare, drums, tout ça. Vous devez être bon pour participer dans un orchestre. Vous devez chanter juste, jouer juste. Et ça, c'est une affaire privée pour satisfaire et gagner les gens. Comment voulez-vous mettre autant de soins dans un orchestre et arracher tous les soins nécessaires pour soigner la société ou la cité? Que n'importe qui accède aux responsabilités alors qu'il n'a pas de compétences. Il ne sait pas chanter, il ne sait pas danser, il ne sait pas jouer. Mais il a des responsabilités. Aligner simplement l'orchestre d'un côté et la gestion de la cité de l'autre côté. Vous verrez l'antinomie. Mais puisque nous vivons dans la logocratie, et d'ailleurs sur votre plateau j'ai vécu ça un jour, j'ai regardé comme souvent avec beaucoup d'attention, et surtout quand M. Bologua passe, je regarde avec beaucoup d'attention, parce que c'est quelqu'un qui sort quand même des choses intéressantes. Et là j'étais surpris par ce que disait l'autre, celui qui était en face de lui.
qui expliquait que ce qui avait été signé par le président Félix, Maître Chabondo. je ne connais pas son nom, à l'occasion de l'histoire des M23, je ne sais pas quoi et tout ça, c'était les fêtes des Tunda en avril 2019. Mais c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Nous sommes rentrés au gouvernement parce que j'étais dans le même gouvernement avec M. Tunda. Août, l'ordonnance est sortie. Septembre, nous avons commencé à travailler. Et j'avais en charge de la gestion de conflits. Je n'ai pas eu vent de cette affaire-là. Parce que le mécanisme tiré de l'accord cadre devait être géré au niveau de l'intégration régionale que j'ai pilotée. Je n'ai pas eu vent de ça. Et c'est à partir de septembre qu'on a commencé, qu'on est rentré en responsabilité. On ne peut pas passer à la télévision, mentir devant la population. Et ça passe naturellement. Pourquoi? Parce que ce sont les logocrates. Et c'est devenu naturel. Et si vous vous opposez à ces genres de personnes, il vous dira Kabila mal géré, Mobutu mal géré, donc on s'en fout. Voyez-vous la réponse? La limite de l'intelligence humaine, à quoi servir aujourd'hui? À justifier les justifiables. Le mensonge par les passés, tel telle turpitude, tel peut-être des crimes aussi. On ne peut pas justifier le mal par le mal. Jamais. Et tout ce monde-là, tous ces petits mondes se trouvent à l'église chaque dimanche avec des Bibles sous les bras. Ça sert à quoi? À la fois 2 Pierre 1, 5. À la foi, ajouter la raison. Il n'y a pas de foi sans raison, sans vertu. C'est-à-dire, la foi participe, un peu comme je disais tout à l'heure, raison, vertu, bonheur, la foi participe aussi à un triptyque. Foi, raison, science et vertu. Quelqu'un qui prétend avoir la foi, qui n'a pas de vertu, et qui est complètement incompétent dans la science, n'est même pas chrétien. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a fait le tour du sujet. On va finir par le christianisme. En quelques mots, avant qu'on ne passe au deuxième sujet. Vous dites que le christianisme se découvre être au Congo la forme la plus brutale d'asservissement de l'âme et du corps. Ceci est repris notamment par le préfacier de l'ouvrage, M. Ngoma Binda. Oui. Alors aujourd'hui, la société congolaise est très christianisée. Oui. Les gens vont beaucoup à l'église. En tout cas, c'est venu là, comment en tout cas une nouvelle manière de vivre. Mais j'ai donné la réponse à ça avant même que vous posiez la question, parce que je vous dis, si la foi sans raison, sans vertu, c'est pas la foi. Ça ne sert à rien du tout. Et il y a mon ami Kamana qui a écrit un texte, Sa foi des théologiens africains, ce qui est extraordinaire, dans lequel texte, il parle de la foi de Magouille. Parce que Kamana, c'est un philosophe et théologien de la foi. Donc sa critique de l'Église telle qu'elle évolue actuellement en RDC est une critique scientifique d'un philosophe et d'un théologien. Donc c'est quelqu'un qui a 2 doctorats, 2 thèses, et en théologie et en philosophie. Donc la notoriété qui est la sienne dans le domaine n'est pas discutable. Et je suis d'accord avec lui quand je suis en train de travailler sur les mélanges des Kamana pour l'instant, et j'ai encore revu tous ces textes, c'est d'une beauté absolue. L'Église catholique nous a servi d'accéder à la connaissance. J'ai fait des internats catholiques et tout ça, donc c'est la part qui m'intéresse dans l'Église catholique, c'est cette part-là. L'accès au savoir. Mais l'Église catholique aussi vous donne l'option de critiquer. Dès que vous avez accès au savoir, vous devez critiquer. Le savoir, c'est la remise en cause en permanence de ce qui est entre vos mains. Ce qui est juste et pas juste. Ce qui est fondé, ce qui n'est pas fondé. Ce qui peut vous amener vers l'horizon indépassable, ce qui vous freine. Ça donnait cette opportunité-là. Aujourd'hui, on critique l'Église catholique, ça a été réformé et sans cesse. Mais les églises des réveils, j'ai un problème avec ça. Non seulement ça vient par le Saint-Esprit, les gens par je ne sais pas quel mécanisme, le Saint-Esprit est arrivé, lui a dit ceci, cela et tout ça, et puis les prophètes, il fait des miracles et tout ça. Mais attends, c'est fantaisiste. On n'a jamais eu autant d'églises dans notre pays, et autant de souffrances dans notre pays. Comment l'Église participe-t-elle à cette souffrance? L'Église, vous avez un problème avec l'Église Je n'ai pas un problème avec l'Église, j'ai un problème avec la raison.
J'ai un problème avec la raison, avec la vérité. Un pays, une nation, une cité se guide par la vérité. Vous parlez de l'église des réveils. Mais c'est-à-dire toutes ces congrégations qui sont à la base du détournement de la vérité au profit d'une promesse céleste, ça ne marche pas comme ça. Si vous dites Dieu créa l'homme à son image, quelle est cette image? C'est l'image du Créateur. Les musulmans disent Ikra, cherche, tu trouveras. Il ne te dit pas attends, Dieu va te donner, non. L'église sert au mariage, l'église sert à la fortune, l'église sert à accéder au poste, l'église sert à aller en Europe, l'église sert... Attends, c'est ça les services de l'église? Ce sont là les services de l'église? Vous avez des panneaux dans toute la ville qui vous disent, voilà, c'est semaine sainte pour accéder au bonheur à tel... Mais c'est pas ça le rôle de l'église. La foi, c'est pas ça. Ça, ce sont des actes commerciaux. C'est une foi commerciale. Je suis désolé. J'aurais des foudres d'enfer contre moi. Ben, c'est même pas l'enfer, ce sont les humains qui sont là, qui s'enrichissent, et ça se voit. Comment ils s'enrichissent, alors que bon, leurs oies, ils sont dans une misère absolue. C'est comme la Bible dit, le bon grain et le mauvais grain. Donc là, on peut dire que c'est le mauvais grain. Oui, mais vous savez, il faut... Je regarde le problème sur toute sa latitude. Avant l'Église, il y avait quoi? Avant l'avènement de l'Église ici chez nous, à partir de 1900, puisque entre 1885 et 1900, c'était très bricolé tout ça, c'était forcé, c'était par la chicotte. On nous a forcé à croire à une conception, comment dirais-je, de la cosmogonie, qui est la conception chrétienne, pas judéo-chrétienne, parce que les chrétiens et les juifs ne s'entendaient pas, c'était la guerre permanente, il y a eu des pogroms en permanence. C'est-à-dire que déjà, cette terminologie judéo-chrétienne, elle est fausse, elle n'est pas vraie du tout. Elle n'est pas vraie du tout. C'est une récupération qui est là, qui est faite. C'est les chrétiens d'un côté, les juifs de l'autre côté. Donc c'est toujours ennemis, en train de se battre, en train de s'entretuer, ça a vécu comme ça pendant des années. Mais avant ça, nous étions comment? Les Zoulous, les Congo, les Nés Congo ici à côté, les Lunda, les Luba et tout ça, on avait nos croyances. En un seul Dieu. C'était mauvais? Non. Il me semble que non. Donc, je ne pense pas que l'être humain que nous sommes doit se limiter à comprendre que sa cosmogonie, sa raison d'être, son existence passe obligatoirement par ça. Ben, les Chinois sont majoritaires et les Indiens, ils ne croient pas en ça. Et nous sommes tout le temps en Chine à aller chercher le bien-être. Posons-nous des vraies questions. Et quand vous regardez sur la planète, la zone la plus sombre, c'est la zone subsaharienne. C'est celle qui s'est détachée complètement de ses origines, de ses noms, qui ne croit pas en ses ancêtres. C'est la seule zone qui ne marche pas. L'Occident, qui est chrétien, porte les noms chrétiens. Cette filiation chrétienne est la leur. Nous sommes, selon la controverse de Valladolid, les peuples punis par Dieu qui doit trouver son salut à travers Jésus. D'où notamment l'esclavage et la colonisation. C'est du fait de nous-mêmes que nous avons développé ces croyances-là envers... Mais vous acceptez cette croyance-là. Vous acceptez cette croyance-là. Je m'appelle Pépin Guillaume. Ça veut dire quoi exactement? Je ne sais pas d'où ça vient ce nom-là. On me l'a imposé. Je suis en train de m'appeler Manjolobo Akila. Ça s'arrête là. Vous proposerez quoi pour sortir de ce cycle infernal apparemment si nous ne sommes pas nous-mêmes, nous ne nous en sortirons pas. Chaque peuple est lui-même, il s'en sort. Regardez très bien. Les pays du nord de l'Afrique s'en sortent un peu. Ils amènent des capitaux, ils construisent, ils avancent et tout. Ils ont leur religion, ils sont arabes et tout ça. Ils ont leur religion. Ils ne se reconnaissent pas étant africains. En Asie, il y a eu la colonisation très dure. Il y a eu encore la guerre du Vietnam il n'y a pas très longtemps. Mais allez voir le Vietnam aujourd'hui. Parce qu'ils sont eux. Oui. Ils vivent leur foi, leurs origines, leur authenticité. Ils créent, ils produisent, ils avancent. Et nous qui avons copié tout, les noms, la religion, tout, on ne s'en sort pas.
On ne s'en sort pas. Il faut quoi? Il faudrait quoi? Parce que... Mais posons-nous la question pour savoir pourquoi est-ce qu'on ne s'en sort pas. Nous copions ce qui n'est pas conforme à ce que nous sommes plutôt. Nous sommes des copistes, mais en plus de mauvaise qualité. On copie très mal. Mauvaise démocratie, mauvaise façon de conduire les véhicules, mauvaise façon de diriger des villes. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Nous sommes un peuple puni naturellement par Non, on Dieu. n'est pas puni. On nous a fait croire qu'on était puni par rapport à la controverse de Valladolid qui estimait que l'homme noir n'avait pas d'âme, il fallait mettre en esclavage, les codes noirs et tout ça. Tout ça est faux. Tout ça, qui est dicté par l'interprétation malheureuse de la Bible, est faux. Alors d'où vient le problème? Le problème, c'est nous-mêmes. Lorsque vous refusez votre identité, vous refusez que votre mère est votre mère, votre père est votre père, et que vous voulez un autre père et une autre mère, ben c'est normal que vous ne puissiez pas vous en À sortir. quel moment on a commencé à renier nos propres valeurs? À quel moment nous avons commencé à nous remettre en question? Depuis qu'on vous a asservi, vous êtes des esclaves heureux. Expliquez-vous. Ben, un esclave, soit il décide de sortir de son état d'esclave, en reprenant son identité d'origine et sa vie d'origine, en participant à l'universel avec sa quotité, ou bien il n'existait pas, il participe à l'universel sur la base des autres. C'est quoi l'universel? Il faut voir Mudimbe. Mudimbe dit l'universel, c'est l'addition de toutes les particularités. C'est-à-dire, moi, Congolais, d'origine Lunda, voilà ma part d'humanité, ma part d'universel. Telle personne venue du Congo central, voilà sa part d'universel. Telle personne venue des Songé, voilà sa part d'universel. Et cette addition forme l'universel. Si moi, Round, je me dis que non, je suis Moulouba. Je nie d'où je viens, mais je ne suis pas Moulouba à l'origine. Donc, je n'ai plus ma part d'universel, je suis dans la part d'universel d'autrui. Je n'existais pas. À vous entendre parler, on a l'impression que le Congo vit l'apocalypse. Non, ce n'est pas l'apocalypse, c'est la négation de soi. Ça peut être réglé en un mouvement. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon chez nous, monsieur Pépé? Oh, il y a plusieurs choses. Non, ben écoutez, je vais vous donner un secteur qui marche très bien. La C'est musique. les statuts musicales. Ça marche très très bien parce qu'ils ont compris. Ils ne prennent que les meilleurs. Mhm. Ce que font les musiciens, c'est ce que la société congolaise a toujours fait. Dans tous les secteurs d'activité, depuis les temps immémoriaux, au Congo, on a toujours pris les meilleurs. Mhm. Les musiciens ont gardé ça. Les sportifs ont gardé ça. Mais la politique, non. Les restes de la société, non. Voilà la chute. Est-ce qu'il y a l'espoir aujourd'hui? Ben, l'espoir est là. Moi, je vous offre la possibilité en puissance, si on veut s'en sortir. Puissance est là, c'est un livre qui vous donne toutes ces clés-là pour régler les problèmes. Et ça prend même pas beaucoup de temps. Parlons-nous un peu de puissance, parce que je l'ai annoncé en liminaire, mais on n'a pas pénétré. Dites-nous quelles sont les idées maîtresses de puissance. Puissance, c'est à la fois la pulvérisation des idées anciennes et fausses, et à la fois la résurrection. Puissance dit, c'est quoi l'identité congolaise? C'est quoi être un Congolais? Puissance vous donne tout le corpus des éléments fondateurs de la congolité, avec K. Pourquoi avec ça? Mais les Congos, c'est avec C? Le Congo central, c'est avec C? Si le nom vous le tirez du Congo central, pourquoi vous mettrez la K et puis si je vous sais? Bon, ça peut être une discussion par la suite qui peut être déposée sur la table, des discussions entre ceux qui sont spécialisés dans le domaine, mais je pars du principe que avec les travaux des Kaumba notamment et les travaux, ce que j'ai vu, des textes qui venaient de Berlin par rapport à 1885, tout ce qui était écrit en allemand, c'était avec K, c'était pas avec C. Alors un pays ne change pas, un nom ne change pas des formules selon qu'il est écrit dans une langue dans une autre. Bon, donc c'est K ou c'est K a une signification, C, je ne sais pas d'où ça vient. Bon. Donc, il y a l'identité congolaise qui est bien exprimée, d'où nous venons, qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous congolais? Pourquoi cette confusion entre l'homme congolais et les léopards? Cette résilience particulière. Pourquoi ça existe? Donc, puissance règle ce problème-là. Puissance apporte la place prépondérante au numérique et au savoir. Comme deuxième pilier. Premier pilier, c'est l'identité. Deuxième pilier, c'est ça. Le numérique, le savoir. Quelle est la place du savoir? Nous sommes les inventeurs de mathématiques avec Ishango. Il y a 20 000 ans. Il faut voir les travaux de Pascal Adjamagbo. C'est un ami qui est mathématicien, qui enseigne à Paris 7.
ou Paris 6. Et il a fait des travaux sur Ichango, extraordinaires. Il faut voir les travaux des Muyembe, les travaux des Luruma sur les sida. L'inventeur, les découvreurs de sida, c'est Luruma, c'est pas les Français, c'est Luruma, ici en RDC. Nous avons des virologues extraordinaires. En mathématiques, le Congo est béni. En virologie, nous sommes bénis. Il faut mettre les moyens. Il faut mettre les moyens là-dedans. Donc le savoir congolais à un niveau le plus élevé, les compétences, les talents congolais est extraordinaire. Mais il faut les moyens. J'expliquais tout à l'heure sur les universités où on ne met pas l'argent. Alors que les enseignants des universités sont les mêmes qui sont professeurs, qui sont présidents de l'Assemblée nationale, qui sont à la fois députés, tout ça. Mais ils ne mettent pas de l'argent là où il faut mettre de l'argent. Vous voulez l'évolution de la RDC, mais mettez l'argent là-dedans. C'est pas compliqué. Vous êtes l'autorité budgétaire, mettez l'argent. Vous expliquez également qu'il y a une très grande différence entre les humains. Certains sont proches des bêtes et d'autres sont beaucoup plus intelligents. Comment, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Mais bien sûr, les humains sont différents les uns des autres. Nous sommes une sorte de... nous sommes cosmopolites. Cosmopolites au sens où nous sommes différents les uns des autres. C'est-à-dire que il y a un qui fait 1m80, l'autre qui fait 1m50. C'est pas, ils sont pas pareils. C'est-à-dire pour toucher un arbre, donc celui qui fait 1m80 touche un arbre. En termes de capacité... Les capacités intellectuelles sont aussi différentes. On n'a pas les mêmes capacités intellectuelles. Dans plusieurs domaines et tout ça, nous ne sommes pas égaux les uns des autres. Nous sommes égaux devant la loi. La loi doit être égale pour tous. Mais il y a des gens qui ont des dons extraordinaires en musique, il y a des gens qui ont des dons en mathématiques, il y a des gens qui ont des dons en philosophie. Ce sont des dons complètement différents. Il y a des gens qui ont des dons pour conduire les hommes. C'est un don. Bien sûr, ce sont des dispositions naturelles particulières. Comment on conduit les hommes? Tout le monde ne peut pas prétendre conduire les hommes. Il faut être en gros supérieur à eux. Vous l'avez dit dans votre ouvrage. Ah oui, mais j'ai introduit ça à l'introduction de l'épître 10. Oui. On ne peut commander aux autres qu'à la condition qu'on soit supérieur à eux, c'est que malheureusement on n'offre pas la démocratie. On devient supérieur aux autres ou on est supérieur aux autres? On a les dispositions naturelles d'être supérieur aux autres. Moi, je connais par exemple les jumeaux qui sortent du même ventre. Une fille et un garçon, la fille est plus intelligente que les garçons. Bien sûr. Elle est plus capée que les garçons. Elle termine ses études avant les garçons. Vous allez dire quoi? Même mère, même père, sortis du même ventre, mais on voit la disparité entre les deux. Jumeaux. On ne parle pas d'un enfant qui est élevé dans une famille, tout ça. Non. Élevé par la même maman, dans la même condition, par le même papa, dans la même condition. Et comme par hasard, la fille est supérieure au garçon. Parce que nous ne sommes pas égaux. Les jumeaux ne sont pas égaux. Comment voulez-vous que nous tous nous soyons égaux? Non. Donc déjà par nature, il y a des personnes qui sont beaucoup plus capées, comme vous dites. Bien sûr, la nature fait qu'il y a des gens qui sont dotés de plusieurs possibilités. Moi, vous me mettez au foot aujourd'hui, je ne peux pas jouer comme la mienne, Yamal. Je ne peux pas jouer contre. Bon, il a ce don-là, moi, je n'ai pas ce don-là. Vous me mettez dans un orchestre, je ne peux pas faire comme Kofi Olomide. Il a ce don-là, je n'ai pas ce don-là. Mais vous l'amenez en philosophie, il ne va pas suivre. Donc voilà, comment est-ce qu'on manipule les concepts, comment on les fabrique, on les construit, les ajustements raisonnables. Ça, c'est mon domaine. Je travaille là-dedans depuis que je suis tout petit. Là, ça devient beaucoup plus intéressant au niveau du leadership. Oui. Des leaders nés. Nés. Il ne devient pas. Il a simplement le processus qui le conduit à l'accomplissement de lui-même. On vient leader au monde dès la naissance. Vous le verrez même à l'école. Il y a des petits garçons qui sont en train de conduire les autres. Dès l'enfance, ils sont là, ils sont devant, les autres suivent. Et si maintenant il est bien conduit, bien protégé, on l'amène jusqu'au sommet, ça c'est un leader. Même si on passe par les meilleures écoles de leadership, si on n'a pas ce don-là, c'est un gâchis. Adolf Hitler n'a pas fait d'école. Il a fait une petite école de secondaire d'architecture et tout ça, il n'est pas arrivé au fond. Il est dans un périmètre, il est viennois, il est d'Autriche. Il vient en Allemagne, dans la Prusse et tout ça, il s'installe et il a en face de lui des gens venus de très grandes familles. Des gens venus de grandes familles avec la puissance intellectuelle, la puissance militaire, la puissance financière. Mais puis c'est un leader. Et finalement, il conduit tout le monde. Les gens qui sont plus capés que lui, en intelligence, en finance, en vécu, des nobles de naissance. Mais lui a une vision.
a une disposition naturelle de conduire les gens. Il l'a fait, jusqu'au drame qu'on connaît. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Quand il écrit son livre Mein Kampf, en 1918, après 18 jusqu'à 20, puis c'est sorti dans cette période-là et tout, mais les gens disent, mais ce texte est terrible. Il vend 1 million de livres. Il faut dire aussi que les gens lisent. Chez nous, on ne lit pas, donc on ne sait pas. Après, il commet les crimes qu'il a commis par la suite. Mais tout le monde est derrière lui. Toute l'Europe se soumet à son leadership. Pas d'études extraordinaires. Famille très pauvre. Conditions de vie très pauvres. Il vivait des expédients, mais il se trouve être à la tête d'une machine extraordinaire. Est-ce que voyez-vous des gens comme ça à la tête du pays? Mais c'est ça l'argument. Justement. Je peux dire, voilà, chers messieurs, dames et tout ça, j'étais à la tête d'un grand ministère dans une période critique parce qu'on a eu la Covid. J'ai pu mobiliser 1,250 milliard de dollars américains pour l'intérêt de la République. Dans une période très difficile parce qu'il y avait la Covid. Ces 1,250 millions ont servi notamment d'avoir les centres culturels qui est devant le palais du peuple. Ça vient de là, dont chinois. Ces milliards ont permis de pouvoir régler le problème de la Covid et de l'Ebola. J'ai travaillé avec M. Mouyembe par rapport à ça. On a financé ça. Ces milliards ont permis de pouvoir soutenir les écoles. En même temps, je suis parti obtenir les Jeux de la francophonie. Ce n'était pas facile parce que nous étions une zone grise. J'ai obtenu les Jeux de la francophonie, j'ai amené ça. Mais ça ne veut rien dire pour eux. C'est rien du tout, on s'en fout. Il est avec Kabila, donc ils sont mauvais. Et tout ce qu'il peut dire, ça ne vaut absolument rien. Mais honnêtement, oui. Honnêtement, Oui. quand vous regardez la caméra, Oui. vous n'avez rien à vous reprocher? Mais je vais me rapprocher de quoi? L'État, vous savez, moi je suis né dans l'État. Je peux avoir des prétentions qui peuvent être justifiées quelque part, mais c'est le hasard de la vie. Il y a eu 44 personnes qui sont parties discuter de l'indépendance de la RDC. Bien sûr. À Bruxelles. Parmi eux, les Lumumba, les Kamitatu, les Bomboko et tout ça. Et un certain Manjolo Jonas, mon père. Donc je peux avoir des prétentions en disant, nous sommes les enfants des fondateurs de cette République. Je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas. Mon père a signé sur l'acte de l'indépendance qui fait de nous un pays indépendant aujourd'hui. Beaucoup qui sont là, leurs papas n'ont pas signé. Les miens ont signé. Est-ce que je me promène avec ça pour dire, voilà, je suis le fils d'un signateur de l'indépendance, par conséquent, donne-moi la place. Mais non. C'est mon père, ce n'est pas moi. À moi de prouver mes compétences. Je viens de donner ici un petit tableau de ce qui s'est passé en moins de 2 ans au gouvernement pendant la période de la Covid. 600 millions avec les Américains. 600 millions. On est parti de 50 millions à 600 millions. Signés à l'hôtel du Fleuve. J'ai fait l'accord de Cotonou pour que les Européens et les Américains ne puissent plus acheter les matières premières au Rwanda, mais passent par nous. L'accord est là aux affaires étrangères. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça en œuvre? Je peux me reprocher de quoi? Mais non. D'avoir peut-être adhéré au Front commun pour le Congo, suivre Joseph Kabila, pour certains, Kabila a été l'un des pires dirigeants que le Congo ait connu. Vous savez, j'ai l'avantage d'être nietzschéen et d'avoir été, d'être resté l'ami des Kamana. Je ne souscris pas au isme. Parce qu'un isme exige une idéologie profonde. Un isme exige une idéologie conceptualisée. Dans notre pays, il n'y en a jamais eu. De Lumumba à aujourd'hui, il n'y a aucun isme opérationnel qu'on peut enseigner dans une école de philosophie. Aucun. Vous me voyez en train de me soumettre à un isme, non. Je suis dans une fidélité absolue à mes convictions et je suis loyal à la RDC. Pas aux individus. Non. Vous
Vous savez, mon père, en 1964, a participé aussi à la rédaction de la Constitution de Louisbourg. Il était là. Après Bruxelles, pour l'acte de l'indépendance, il était là aussi. Dans cette Constitution-là, il était prévu de faire 2 partis politiques. Quand je suis né à Chikapa, il était ministre de la Justice et de l'Agriculture. Donc je suis né fils de ministre. Mon père n'est pas devenu ministre quand moi je suis né, il était déjà ministre. Lorsqu'il voit la dérive du système Mobutu, il se retire de la politique. Pour être fidèle à l'État, il retourne dans l'administration. Parce que comme il était matriculé parmi les évolués, dans les années 50, c'était le premier administrateur du territoire de Luisa. C'est lui qui a fait la remise reprise avec les Belges. Il avait moins de 25 ans. Nous servons l'État. Et quand il s'est trouvé en face d'une situation comme celle-là, Mobutu était tout puissant. Moi, je suis très proche de la famille Mobutu, en tout cas du premier lit. Et ils savent très bien. Mon père a dit non, je ne vais pas travailler avec vous dans ces systèmes-là, parce qu'on a prévu une constitution avec 2 partis politiques. Mais comme je sens que ce n'est pas bon pour moi, je me retire, j'y retourne dans l'administration. Vous travaillez pour la République, M. Pépin Guillaume Mandiolo. Oui. Aujourd'hui, si le chef de l'État actuel vous appelle pour que vous l'aidiez à apporter vos solutions, vous prenez la main ou pas? J'ai travaillé avec lui. Mais je parle d'aujourd'hui. Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui par rapport à la vérité? Est-ce que les conditions sont réunies par rapport à la vérité? Est-ce que la vérité est admissible à la discussion? J'ai les mains trop fragiles pour applaudir les gens. Faites les tours de toutes les activités pendant la période de Kabila, vous ne me verrez pas en train d'applaudir, en train de sauter avec des habits et de porter. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas comment on fait ça. Je vous apporte mon petit savoir. J'ai à votre disposition. Vous le prenez, vous ne le prenez pas. Je ne veux pas rentrer dans le secret de ce que j'ai pu parler avec les chefs de l'État actuel. On m'a donné tout ça, je ne vais pas en parler. Ce n'est pas le lieu ici. Je suis tenu par les secrets d'État. Mais lui-même sait. Lui-même sait ma position par rapport à tout ça. Il sait. J'étais son ministre, un des ministres les plus importants du gouvernement. J'étais ministre d'État. Le 2e ministre d'État après les affaires étrangères, c'était moi. J'avais 4 départements. Coopération internationale, 1,250 milliard que j'ai ramené. Francophonie que j'ai amené pour le chef de l'État. Je lui ai remis les étendards et tout le reste de la francophonie. Il m'a félicité pour ça, parce que je n'étais pas sûr de l'avoir. Tous les pays européens étaient contre nous, ils ne voulaient pas qu'on abrite les jeux ici. Les centres, j'ai fait. C'est son honneur, c'est pendant son mandat, même si ça a été initié depuis le temps de Kabila, c'est lui qui l'a finalisé et c'est moi qui ai fait le travail. Je ne l'ai jamais attaqué personnellement, ni lui ni son entourage. Moi, je porte un regard scientifique de l'évolution de notre pays. Ces rares scientifiques montrent qu'effectivement, voilà les solutions qu'il faut apporter. Monsieur Pépin Guillaume Mandiolo est en train de terminer. Peut-être deux dernières questions. Vous allez aussi donner votre avis à la fin. Pour raison de mémoire et de vérité, puisque vous prêchez la vérité, chose que nous aimons beaucoup, nous les journalistes, il fut un temps, au moment où nous avions le gouvernement FCC-CACH, auquel vous apparteniez, on a appris que le président était quelque part bloqué. Au sein du gouvernement, il y a des ministres qui bloquaient les décisions du chef de l'État, qui refusaient d'exécuter ces décisions. Vous qui avez assisté au Conseil des ministres, les premiers conseils des ministres dirigés par le président Félix Tshisekedi, pour raison de mémoire ou de vérité, que pouvez-vous dire par rapport à cela? Est-ce la vérité? Puisque vous étiez ministre issu du FCC, parce que c'était un gouvernement FCC-CACH. Y avait-il des ministres qui refusaient d'exécuter les décisions du chef de l'État? Mais c'est d'une incongruité incommensurable. Vous allez faire comment? Comment vous faites pour refuser la décision du chef de l'État? Monsieur Tunda, vice-premier ministre, ministre de la Justice, a fait l'erreur
de transmettre un document à l'Assemblée nationale sans que les conseils soient saisis avant et que les chefs d'État soient au courant. Il a été chassé du gouvernement par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est moi qui ai fait l'intérim de M. Tunda, y compris la gestion de la commission de loi. M. Tunda, il est là, il est vivant. Je pense qu'actuellement il est à l'Union sacrée. Il a fait l'erreur de transmettre un texte à l'Assemblée sans l'autorisation du chef de l'État, sans que ce soit discuté au niveau du Conseil. Quand il amène le texte au Conseil, l'information arrive par notamment les vice-premiers ministres Mayo qui dit « ce texte est déjà à l'Assemblée nationale ». Immédiatement, les chefs décident de les virer du gouvernement. Il a même été arrêté. S'il vous plaît. C'est jouer du monde de penser que vous allez bloquer les chefs. Vous les bloquez comment? Faites ceci, vous ne le faites pas. Un autre exemple. On obtient les Jeux de la francophonie et je dois organiser tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir un site, des bâtiments et installer des personnels, tel qu'exigé par la francophonie. M. Sélé ne veut pas donner de l'argent, il était ministre des Finances. Avant le conseil, j'informe le président en disant « moi je suis bloqué, je ne peux pas agir ». Il dit « pourquoi ?» Sélé ne veut pas donner l'argent. Il appelle Sélé, il appelle le ministre Ngopos, il appelle Billy Kambale, il appelle Amos Mbayo et moi-même. On rentre dans son bureau. Vous sortez d'ici, il appelle le gouverneur de la Banque centrale. Mettez l'argent à disposition, ils doivent commencer. Maintenant, vous n'entrez pas au conseil. On est sorti, on est parti faire ça. Mais de quoi moi je vous donne ce que j'ai vécu. Vous allez me bloquer comment? Et j'ai envie que je puisse comprendre le mécanisme de blocage en question, c'est quoi? J'ai vécu ça. Donc personnellement, je vous dis des choses qu'on a faites. Et puis on a pris ces bâtiments-là à côté de la gare centrale, sur l'avenue du Commerce, on a installé ces bâtiments-là, on a inauguré, on a tout fait. Parce qu'il a décidé. Donc c'était immédiatement. On a fait. Deux cas que je viens de vous donner. Tunda, que j'ai remplacé, dont j'ai fait l'intérim, y compris la gestion de la commission de loi, jusqu'au sortie à la fin du gouvernement cash FCC, et l'histoire de la francophonie. Je suis désolé, moi j'ai pas vu ça, moi j'ai pas vécu ça. S'il y a des choses qui m'échappent, en tout cas c'est pas de mon ressort. En tout cas, je ne parle que de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. D'accord, merci beaucoup. Et un autre élément, c'est que, à moi par exemple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne m'a jamais rien refusé. On doit payer les cotisations de l'Union africaine, parce qu'il devait prendre la tête de l'Union africaine. On doit payer les cotisations de la CEAC, parce que moi je devais passer à l'Assemblée nationale, défendre la loi sur les nouveaux traités de la CEAC. Et pour défendre la loi, il fallait qu'on paye 2 millions de dollars. Il y avait 4 millions prévus pour payer à l'Union africaine. Célé dit, moi je ne peux pas payer, le chef m'a dit de payer à l'Union africaine. J'appelle le président en disant, je ne peux pas aller défendre la loi tant que je n'ai pas, ne fût-ce qu'une partie payée. Combien? 2 millions. Il y a 4 millions qui sont prévus pour l'Union africaine. Il dit, un instant, j'appelle Célé. Il appelle Célé. Vous coupez l'apport en deux, vous donnez 2 millions ici, 2 millions là-bas, et puis on verra par la suite. Immédiatement, c'est fait. Et je passe devant la Chambre basse, je défends la loi en question, et je passe devant le Sénat, je défends. Et on a eu la possibilité de pouvoir placer les gens à la CEAC. Ce que j'ai vécu, c'est ça. Maintenant, si les autres ont vécu autre chose, moi, je ne sais pas. Je parle pour moi de ce que j'ai vécu, les rapports que j'avais avec lui, jusqu'à ce que les choses s'arrêtent. Merci beaucoup, M. Pépin Guillaume Manjolo. On va finir, dernière question pour clore, pour finir cette émission. On a abordé beaucoup d'autres questions. Alors, aujourd'hui, vous n'êtes pas aux affaires, vous êtes dans vos activités personnelles. Comment pensez-vous que ce pays peut changer demain, quand on voit comment les choses se déroulent aujourd'hui? Comment pensez-vous que ce pays peut devenir un pays différent de ce que nous vivons aujourd'hui? Puissance est là pour pouvoir régler le problème. Je ne pense pas, j'ai écrit, j'ai proposé.
Contrairement aux gens qui pensent, qui disent, je vois que non, moi je ne fais pas ça. J'ai produit un texte, puissance, il est là. Le type dont je parlais tout à l'heure a produit Mein Kampf, il a déposé, il a appliqué, et puis il est parti jusqu'au crime. Moi je propose puissance pour que la RDC devienne une puissance. L'identité nationale, le savoir, la cité raisonnable et la puissance est là. Je propose ça. 2 partis politiques financés par l'État, que les meilleurs d'entre nous puissent piloter la République. Pas les plus riches d'entre nous. Parce que je vois des candidats à la présidence de la République notamment, qui n'ont pour mérite que d'être riches, d'avoir de l'argent. C'est le seul mérite. Et les gens s'alignent derrière eux, parce qu'ils ont seulement l'argent. Ils n'ont pas des compétences extraordinaires, mais ont l'argent. Le leadership sur fondement de l'argent. Ça doit cesser. Le leadership sur fondement de la notoriété dans la cité, de la capacité à insulter, à attaquer, à brimer, tout ça, c'est pas un leadership, ça. Qu'est-ce qui va rester dans l'histoire? J'ai vu au Parlement les gens dire, oui, c'est quoi la philosophie? Alors qu'ils sont au Parlement du fait de la philosophie. La séparation de pouvoir, c'est la philosophie. C'est lui qui a dit, c'est Montesquieu. C'est triangle, c'est Montesquieu. On enlève entre les mains de Dieu, on donne entre les mains des hommes. Exécutif, législatif et judiciaire. C'est Montesquieu. C'est la philosophie. Lorsqu'on a cette inconscience et que les gens applaudissent, on arrive à telle inconscience dans un pays qui s'est dit des gens lettrés, alors on se dit, tiens, nous sommes globalement des gens semi-lettrés et analphabètes. Parce qu'on a des lettrés, des niveaux les plus élevés, on ne peut pas dire ce genre de choses et laisser dire. On ne peut pas. Donc la solution est là. Puissance donne ces solutions-là pour régler les problèmes définitivement. Est-ce que Puissance, pour ne pas vous couper, excusez-moi, Puissance donne aussi des solutions aux problèmes qui dérangent particulièrement la partie orientale du pays, l'est du pays? Parce qu'aujourd'hui, il y a un accord qui a été signé. Est-ce que Puissance aussi résout ce problème? Bien sûr, Puissance règle ces problèmes-là. Puissance règle les problèmes. C'est ça la puissance. Un pays puissant, vous allez l'attaquer comment? Parce qu'il est puissant. Il est puissant militairement. D'abord, il est puissant sur les savoirs, les numériques et toutes les nouvelles technologies. Il est largement au-dessus. Il est puissant parce qu'il a les moyens financiers de pouvoir organiser son armée, bien doter l'armée en question, bien la discipliner, bien la professionnaliser. Et la puissance publique est opérationnelle. La justice est opérationnelle. Tout ça est opérationnel. C'est ça la puissance. Tout ça est dans les textes. C'est mis dans les textes. Mais ce que je crains, comme la plupart de mes textes, ce sont les pays étrangers qui utilisent ça. Franchement. Je suis au regret de vous dire que j'ai appris que mon texte, Ma Nation, est utilisé massivement dans les cercles fermés des pays voisins qui nous attaquent. Mais pas en RDC. Mon texte, Ma Nation, qui est là sur le marché depuis 2006-2007, est utilisé dans les pays voisins. On les lit, on les décortique, on prend les mécanismes, on applique. Mais pas en RDC. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas pour faire chez soi? Non, parce qu'en RDC, les savoirs n'ont pas de valeur. C'est l'argent qui a de valeur. L'argent, la notoriété de la rue a de valeur, pas les pouvoirs. Et pas les savoirs. Les savoirs. Moudimbe est décédé. Qu'est-ce qu'on a fait de Moudimbe? Rien. C'est un des plus grands philosophes de ces 50 dernières années. Est-ce qu'on l'a fait en RDC? Est-ce qu'on a parlé de lui de manière officielle? Non. Ça n'a pas de valeur ici. Ce qui a de la valeur, c'est ceux qui ont de l'argent. Ont de la valeur. Ceux qui ont la notoriété de la rue ont de la valeur. Merci beaucoup. Peut-être qu'on a oublié quelque chose que vous souhaitez ajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour. On ne peut pas tout dire non plus. Hein. On ne peut pas tout terminer. Oui. Il y a tellement de choses à dire. Mais merci infiniment en espérant que on aura peut-être 500 personnes qui vont regarder. Et moi, je suis pour les petits nombres, puisque les grands nombres réservés à ceux, à la fête, l'intelligence n'a presque pas d'adeptes. La fête a beaucoup d'adeptes. L'insulte a beaucoup d'adeptes. Les récriminations, les ressentiments, la passion triste a beaucoup d'adeptes. Mais la fête de l'intelligence, personne n'y vient. Et ne vous étonnez pas. Ouais. Les systèmes actuels tels qu'ils fonctionnent, tel qu'il a fonctionné depuis 2006, on peut en faire 1000 ans durant. Tout ce qu'on aura, c'est les pays sera morcelé et disparaîtra. Un premier élément
des puissances, c'est la congolité et l'unité nationale. Tant que vous n'avez pas l'unité nationale, les enfants de ces pays qui ont eu des ancêtres aux mains coupées, qui ont eu la situation de la partie Est, qui ont cette souffrance en partage, tant qu'ils ne seront pas unis, vous n'aurez pas un pays stable et organisé. Jamais. Si c'est les uns contre les autres, jamais. Jamais vous n'aurez un pays stable tant qu'il n'y aura pas l'unité nationale. Jamais. Si vous ne pouvez pas vous asseoir autour d'une table, parler en crachant au sol, sur les sols de vos ancêtres, que cette terre vous appartient à vous tous. S'il y a un groupe qui dit non, ça m'appartient à moi, l'autre dit non. Dans le dialogue, c'est ça? Appelez ça comme vous voulez. Moi, je suis dans la spiritualité organique du pays. Je ne suis pas dans vos histoires-là. Je suis dans la spiritualité organique du pays. On perdra ces pays. À cette allure-là, on perdra pan après pan. Les applaudisseurs sont toujours là derrière parce qu'ils encaissent l'argent. J'ai vu des profs d'université qui sont devenus applaudisseurs. Dès qu'ils ont l'argent en poche, ils sont prêts à dire toutes les bêtises du monde. Ils ignorent qu'ils ont une thèse. Ils ont fait des thèses. Ils ignorent ça. J'ai vu ça de tout temps. Ce n'est pas seulement actuellement. J'ai vu ça du temps de Kabila, les profs d'université, qui aujourd'hui ont traversé, sont de l'autre côté. C'est la pire des choses, c'est celle-là, quoi. Que ceux qui ont fait des thèses de doctorat soient en mesure, ne se remettent jamais en cause. Alors quand ils travaillent, il y a les pour et les contre. Et ici ça va, ici ça ne va pas. Ils doivent tout le temps confronter les contradictions dans chaque texte, dans chaque raisonnement. C'est les principes même du savoir. Et ces principes s'arrêtent devant l'argent. Ces principes de la contradiction dans le savoir, de l'évaluation, de la construction, de la déconstruction, voire Derrida, s'arrêtent devant les millions de dollars. Ça s'arrête là. Tout s'arrête, on devient manichéen. Ici, c'est la vérité absolue. Alors que il se transforme tout doucement en simple logocrate. Voilà. Merci énormément, M. Pépin Guillaume Angelot, de nous avoir reçus dans votre précieux manoir. Nous avons beaucoup apprécié, moi et mon équipe. Merci aussi à toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Merci pour votre soutien, pour votre accompagnement à cette émission. Ça ne sera pas une dernière. Nous avons cette grâce de pouvoir tourner de temps en temps avec M. Pépin Guillaume Angelot, qui va beaucoup pouvoir s'exprimer sur ses idées, comment il voit le monde, comment le monde doit devenir. Portez-vous bien, on vous dit au revoir. Merci.